Notre ami Thierry Casasnovas lance le mouvement Vivant, nouveau parti politique qui a pour objectif de mettre la vie au centre alors que les pouvoirs publics veulent nous imposer la mort. Pourquoi cette entrée en politique? Quels sont les engagements clés de son mouvement? L'objectif est-il de se présenter peut-être au présidentiel de 2027? À ces questions répondront Thierry Casasnovas, président du mouvement Vivant, et Maître Divisio. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. Aujourd'hui, j'accueille deux amis, Maître Divisio et Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas lance son parti Vivant. On va en parler de A jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce parti? Pourquoi un parti? Pourquoi de la politique? N'était-il pas mieux avec son public et sur YouTube? Voilà, on va lui poser la question. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde. Bon, je tiens le numéro 17, mais on est déjà au 18. Le 18, spécial élection américaine, avec Gérard Chevrier, Pierre Hilard, Laurent Ozon, Andy Bussiglia. Adhérez à ce club. Vous avez aussi le général Delavarde et tellement d'autres. Vous serez dans ce même club que ces gens que vous aimez. Cliquez sur le lien ci-dessous en description. Vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Venez à la boutique géopolitiqueprofonde.com. Il ne faut surtout pas avoir peur, comme le dit notre ami Klaus Schwab. Bonjour cher Thierry. Salut Mike. Oh comment on va? Déjà la poignée de main de politicien. C'est ça. Ah vas-y, voilà, tu vois une poignée de main de politicien. comme dans un marché. Salut, cher. Tiens, poignée de main de politicien, vous aussi? Oui, une poignée de main d'avocat. Ah non, ça c'est un peu moins. Pire, une poignée de main Vous d'avocat. n'avez pas trop fait les marchés, vous. Hein? Non. Ça n'est pas votre truc. Hein? Non. Bon. Cher Thierry, voilà, tu viens là de loin. Pourquoi? La première question, c'est pourquoi rentrer comme ça en politique? Mais pourquoi? Alors Mike, déjà une chose, tu as parlé de parti politique. En fait, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique. D'accord. Et il y a une grosse différence et elle est fondamentale pour moi et elle décrit vraiment l'essence de la démarche. Pour moi, un parti, il y a une logique de parti, une logique de gravir des échelons, de poser des jalons, de placer des gens. Donc il y a toute une logique de gros modèles, de grosses hiérarchies à mettre en place. Un mouvement, c'est quelque chose de beaucoup plus horizontal, d'en bas, on va dire, hein, et qui n'a pas obligatoirement une perspective électoraliste, hein, même si ça pourrait arriver, mais qui est d'abord et avant tout un rassemblement du peuple. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Alors après, tu me demandes pourquoi. Pour être 100% honnête, il y a une conjonction de deux éléments. Et parfois, les événements, sous forme de coïncidence, t'amènent à quelque chose où tu avais envie d'aller sans trop vouloir y aller. Moi, donc, pour rappel, j'ai été mis en examen en mars 2023 avec un contrôle judiciaire déjà assez contraignant. Grâce à l'aide de Maître Divisio, j'ai pu reprendre mon travail en vidéo dans le domaine de la naturopathie, ainsi de suite. Ça n'a pas plu aux personnes qui avaient des intérêts à me faire taire, ce qui fait que le contrôle judiciaire a été renforcé en juin dernier. Le contrôle judiciaire tel qu'il a été renforcé en juin dernier m'interdit toute forme d'expression dans le domaine de la naturopathie, du bien-être et de la santé. Interdit l'expression? Oui, je ne peux pas. Si je prends la parole, j'enfreins le contrôle judiciaire, je pars en prison. Sous couvert de mon avocat, mais c'est exactement ça. Donc C'est fou ça? Je peux pas. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je pourrais, si je voulais jouer à l'imbécile, je pourrais parler de mal-être, par exemple. Ça, je suis autorisé. Mal-être, mauvaise santé, je pourrais en parler. Mais j'ai pas envie de jouer à ça. Et
au stade où j'en étais, j'ai deux possibilités. Soit je m'arrête complètement, je m'occupe de mes arbres, de mes animaux, de ma famille, de mes enfants, et puis je suis heureux avec ça. Ou alors, ça évolue vers quelque chose d'autre. Et c'est vrai que ça faisait quand même quelques temps que je me posais la question, c'est-à-dire que j'ai passé des années, moi, à essayer de décrire les conditions pour rétablir des paramètres de santé, inviter chacun à la responsabilité individuelle et à reprendre en main la responsabilité de sa santé. Et je constate que, surtout depuis quelques années, il y a une volonté totalitaire de plus en plus forte à l'échelle de notre pays, qui fait qu'on a de moins en moins la possibilité de faire des choix individuels parce qu'on n'en a plus la liberté. Et donc se pose vraiment la question de, bon, ok, c'est bien joli de décrire les conditions de la santé, mais quels sont nos moyens réels de le faire? Et c'est vrai que moi, je fais partie d'un milieu qui a plutôt tendance à se désintéresser de la politique, à considérer que c'est du tous pourri, tous corrompus, tous pourris. Mais je ne peux que constater que la politique, même si on s'y en désintéresse, elle s'impose à nous. Donc, c'est là où, dans un dialogue avec Fabrice Divisio, il m'a suggéré la possibilité. Et au début, honnêtement, je me suis dit non. Alors, à la fois, ça m'a fait sourire, et puis il y avait un côté, je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne suis pas de ce milieu-là, ça n'a aucun sens. Et puis, petit à petit, ça a éveillé en moi une sorte de joie, réellement, de joie, d'enthousiasme, qui est pour moi un marqueur évident qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, il fallait que j'y aille, donc j'y vais. J'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé pour établir un programme, un début de perspective. Ça m'a déjà procuré énormément de plaisir et je pense que ça a du sens. Alors après, pour aller où, j'en sais strictement rien. En fait, il y a aussi peu de plans que quand j'avais commencé mes vidéos en 2011, parce que c'était une évidence pour moi. Mais là, pareil, ça devient une évidence pour moi. Et finalement, je me dis que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années, que j'osais pas aborder, parce que je pense que comme beaucoup de citoyens, on se sent complètement en dehors de cette sphère-là. On a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, une certaine caste, qu'on se dit qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas le langage, qu'on n'a pas la connaissance. Et malgré tout, voilà, j'y suis poussé, je suis heureux d'y être poussé. Mais, cher maître, c'est fou ce que vient de dire notre ami Thierry, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de parler de son propre métier. Enfin, je tombe des nues, quoi. Et donc, il ne respecterait pas... Si vous voulez mon avis, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, c'est quand même pas rien. Je pense qu'on s'en fout. Je pense qu'on s'en fout. Vraiment. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a que des magistrats qui peuvent penser qu'on puisse empêcher l'homme de s'exprimer. Ils n'ont pas de culture historique suffisante pour constater qu'à chaque fois qu'on a essayé de censurer quelque chose, bah ça va marcher. La prohibition, ça va marcher? Non. C'est quoi la prohibition? C'est l'interdiction de l'alcool, la censure finalement. Est-ce que le communisme, ça a marché? Non plus. Là, on menace de censurer Twitter. Est-ce que finalement on va le faire? Non. Alors Thierry Casasnovas, effectivement, s'est vu renforcer son contrôle judiciaire. C'est une réalité, oui, d'accord. Mais, au fond, on s'aperçoit de quoi? Que, d'une certaine façon, ce que lui a permis, me semble-t-il, et c'est le sens des discussions qu'on a eues, c'est de se dire transformer la crise en opportunité. Au sens où ça dit quelque chose, ce qui vient de se passer, à la fois de la liberté, ça dit quelque chose du système judiciaire, ça dit quelque chose des politiques publiques. Bah, qui de mieux que le responsable politique pour venir tout réunir? Vous êtes à la croisée des chemins sur cette question des libertés publiques, sur la question de la santé, prise dans son ensemble, sur la question du système judiciaire qui peut s'emballer de manière un peu curieuse. Bah, faites-en une opportunité par un engagement public. Et en fait, moi, j'ai pas eu... quand il dit j'ai été poussé à le faire, pas par moi en tout cas. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas eu besoin de le pousser. Au fond, moi, on a eu une discussion. Oui. Et moi, j'ai pensé qu'il avait j'ai juste pensé qu'il avait la stature et la carrure d'un homme politique, qu'au fond, au sens littéral du terme, que le bien de la cité. Et si vous regardez, juste pour terminer sur ce point, il est tout à fait, comme on dit dans le Move, quoi. Au fond, qu'est-ce qu'il dit, Thierry Casasnovas, depuis des années? Quand vous l'écoutez, quand on passe, évidemment, c'est toujours le même problème, hein. Quand on veut voir le Thierry Casasnovas caricatural, bah, qu'on le fasse, bien sûr, on peut, hein. Mais si on dépasse les caricatures, si on dépasse tout ça,
qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit d'autre que prenez en main votre santé et prenez en main votre vie, finalement. La santé fait partie de votre vie, elle est un aspect de votre vie. Mais derrière l'aspect santé, c'est l'aspect vie. Prenez en main votre vie. Oui, et c'est pour ça vivant, parce qu'on a des pouvoirs publics Bien sûr. qui disent, voilà, on met la Constitution, l'IVG, on va mettre la loi de justice assistée, nos jeunes intermédiaires, on va dire des populations intermédiaires, peut-être on va les envoyer peut-être en Ukraine. Et donc du coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une culture de mort que l'on impose. Oui. Et donc il faut imposer la culture de vie. C'est une question de culture de vie et c'est une question aussi d'éthique, éthique du vivant. Parce que j'ai l'impression qu'on est une société qui avance sans aucune éthique. On a l'impression que tout est possible. Alors la science propose et puis il n'y a aucune régulation en fait. Et je pense que si on posait la question, on faisait un micro-trottoir dans la rue, qu'on demandait aux gens où est-ce qu'on va, où est-ce que vous allez vous individuellement dans votre vie, où est-ce qu'on va en tant que société, la plupart d'entre nous, on ne sait pas du tout. On a l'impression qu'on est un bateau dans la tempête. Après, si on leur pose la question où est-ce que vous voudriez aller, alors là, ça peut devenir intéressant. Et en fait, moi, avec ce mouvement, c'est la question que je veux poser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que énormément de partis politiques, même s'il ne faut pas généraliser, mais énormément de partis politiques discutent et se battent sur comment est-ce qu'on y va. Et moi, j'ai envie de poser la question, c'est pas comment est-ce qu'on y va, mais d'abord, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on veut aller collectivement ? Où est-ce qu'on veut aller dans le sens de certaines politiques qui sont, on le sait, les grands partis, qui sont énormément financés par des intérêts industriels, donc qui ne vont pas obligatoirement dans le sens du peuple ? Où est-ce qu'on veut aller ? Enfin, où est-ce que nous, on a un projet de société, un projet populaire, et il m'a semblé que cette notion de vivant, c'était vraiment ce qui nous rassemblait tous. C'est-à-dire que quel que soit notre bord religieux, ethnique, quel que soit notre âge, notre sexe, notre genre, ou ce qu'on veut, il y a un truc, c'est qu'on est vivant. On est vivant, et on évolue dans un milieu vivant, parce qu'il y a aussi le risque actuellement d'avoir une espèce d'écologisme radical qui sépare complètement l'homme de la nature et qui sanctuarise la nature. Et ça, pour moi, c'est à la fois c'est caricatural et ça marche pas. Et l'idée, c'est de dire voilà, nous sommes vivants, on est tous vivants, on est dans le même bateau, c'est le bateau du vivant. Et je rêve moi d'une démocratie qui place le respect du vivant au centre de l'équation. C'est-à-dire vraiment qui disent, OK, toutes nos décisions doivent être assujetties au respect du vivant. Pourquoi ? Parce que c'est déjà très pragmatique, nous sommes vivants. Donc si ça ne respecte pas le vivant, quelque part, c'est une forme de suicide. Et c'était vraiment ça le principe, c'est de mettre le principe vivant au centre de l'équation, au centre de l'équation. C'est un projet de société, c'est pas, je sais pas moi, le RN, le PS ou LR, ou En Marche, qui disent, voilà, programme 1 pour baisser l'inflation, machin. Non, là on est sur un projet de société. On est sur un projet de société, je dirais qu'on est en amont. C'est-à-dire que les questions, voilà, est-ce qu'il faut sortir de l'Europe, pas sortir de l'Europe, faire ceci ou faire cela ? En fait, si on a une éthique première, eh bien, les solutions qui vont être adoptées seront conséquences de cette éthique. Donc, c'est pas moi, je pense que, mais OK, notre principe, c'est de respecter le vivant, de valoriser le vivant sous toutes ses formes. Bon, au niveau économique, qu'est-ce que ça veut dire une économie qui favorise le vivant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences ? Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse en fonction de ça ? Et donc, effectivement, ça dépasse tous les clivages, ça transcende tous les clivages, le gauche-droite et ainsi de suite, qui n'ont strictement aucun sens à ce niveau-là. Et je pense que énormément de gens, en tout cas moi de ce que je perçois dans mon environnement, de gens normaux, de gens du peuple, voilà, c'est que ces clivages-là, plus personne n'est dupe. Enfin, c'est absolument grotesque. Ça a marché un temps, ça a permis de faire des épouvantails, mais tout ça c'est du jeu politique, c'est du jeu de pouvoir. Et ça, je pense qu'il est vraiment temps que ça évolue. Donc les clivages, M. Macron nous a dit oui, je suis hors clivage aussi, quoi. Donc, j'imagine que c'est pas la même chose. Non. Venant de ta part. Sauf que c'est un clivage à lui tout seul, Macron. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Il est hors clivage, mais où est-ce que dans son propos, j'ai vu quelque chose qui était vraiment orienté dans l'écoute et le service au peuple. Pour moi, il y a vraiment une confiscation du pouvoir qui est manifeste. Il y a le principe délégatif qui fait qu'en fait, on a l'impression que quelque chose est en marche, une espèce de machine lancée contre laquelle on ne peut rien, une machine qui est dans le sens de la mondialisation, l'uniformisation, une méga machine, en plus, donc plus elle est grosse, plus on se sent impuissant. Et en fait, moi j'ai envie de dire, mais en fait, ça c'est le fruit de choix. Et il y a des choix qui sont faits malgré nous, et si effectivement, comme je l'ai cru longtemps, on se désinvestit du champ politique parce qu'on pense que tout se pourrit et ainsi de suite, on laisse faire. Donc il y a un moment, il faut aller au charbon. Et alors peut-être qu'on me dit, oui, mais bon, c'est peine perdue, le système ceci, le système cela. Comme disaient les anciens, quitte à mourir, autant mourir les armes à la main. C'est vrai. Mais dites-moi, cher maître, est-ce qu'il ne faut pas, tiens, je lance un truc comme ça, un pavé dans la mare, est-ce qu'il ne faut pas lancer peut-être quelqu'un qui a, comme vous avez dit, une stature, qui a une notoriété, qui a des idées, qui a un projet de société, le lancer, le pousser pour les grandes échéances comme les présidentielles.
Je vous pose la question à vous. Hein. Parce que je sais que Thierry va me dire non, machin. J'ai une question là. Vous pensez qu'effectivement il fait de la figuration? D'abord, c'est sympa. Lui, vous le voyez déjà conseiller municipal Trifouille-en-Canard. Bon, Trifouille-en-Canard. C'est pas mal. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est à un moment donné, c'est Trump. Hein, tant qu'à voir les choses, autant les voir au grand. Hein. Je crois pas, je suis pas le porte-parole de Thierry Casdevas, mais je crois pas qu'effectivement il soit là pour faire du tricot. Non, je suis pas là pour faire du tricot. Par contre, il y a une chose qui est vraiment très importante pour moi, c'est-à-dire que dans toute ma démarche, j'utilise beaucoup le terme éthique. J'espère pouvoir dire que j'ai une éthique qui est très très forte. J'ai aussi une foi qui est très très forte. Et je ne veux pas me perdre. J'ai pas l'intention de faire ça. Ah, et tout tombe là. Oh là là, c'est pas grave. Voilà, il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est l'Élysée qui nous regarde. J'ai pas l'intention de faire ça pour reproduire exactement la même chose. C'est-à-dire une personne qui veut du pouvoir, qui brigue le pouvoir et qui obtient le pouvoir. Pour moi, le mouvement vivant, s'il arrive à quelque chose, si réellement il correspond à un besoin, déjà ça va être la première question. Est-ce qu'il correspond à un besoin? S'il correspond à un besoin, il va y avoir un engouement. S'il correspond pas à un besoin, ça va faire flop. Et puis tant pis, c'est pas grave, j'aurais tenté, c'était intéressant. Mais s'il correspond à un besoin réel et qu'il y a vraiment un engouement, le but pour moi du mouvement vivant, c'est d'accéder au pouvoir pour redonner le pouvoir au peuple. Et dans le cadre du mouvement vivant, par exemple, il y a des choses comme les fameux référendums d'initiative citoyenne, des choses comme ça, qui me paraissent essentielles, parce que, comme dans ma démarche sur la santé, j'ai passé mon temps à dire aux gens, vous êtes responsables, vous devez vous réapproprier, arrêtez de démissionner de votre santé, arrêtez d'accuser les autres, parce que vous-même, vous démissionnez de votre santé. Et pour moi, il y a vraiment une culture politique, une culture démocratique à ancrer chez nous. C'est-à-dire arrêter de croire que la politique, c'est simplement tous les 7 ans d'aller aux urnes, de voter, et puis de déléguer, puis après de râler, parce qu'en fait, on passe notre temps à râler. Il a fait ceci, il a fait cela, et ainsi de suite. Et que la véritable culture politique, c'est que chaque citoyen soit capable de comprendre comment ça fonctionne, d'initier une loi parce qu'il pense qu'elle est bonne, de rassembler et de faire évoluer. Et donc l'idée, c'est d'accéder au pouvoir pour le ramener au peuple et faire en sorte que plus jamais on puisse le faire usurper. Qu'est-ce que vous pensez, cher maître, vous qui êtes le Jacques Pilan de Thierry Casasnovas? Ça dépend. Est-ce que vous voulez une réponse franche ou est-ce que vous voulez une réponse convenue? Je sais ce que vous allez me dire, la réponse franche, évidemment. Je pense qu'il faut arrêter d'employer ce mot peuple, ça me saoule. Ah. Voilà. Arrêtez tous d'employer ce mot peuple. Foutez-lui la paix au peuple, tous autant que vous êtes. Et vous lancez pas en politique pour faire chier le peuple. Foutez-lui la paix au peuple, de grâce. Occupez-vous des hommes, pas du peuple. Des vivants. Des vivants. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme. Le peuple, on n'est pas chez les communistes. Pas faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi le peuple, je sais pas ce que c'est. Vous savez? Oui, c'est déjà une logique de classe. Je vous raconte une anecdote. Monseigneur Yves Le Sceau, enfin le père Yves Le Sceau, quand il est supérieur chapelain de Paray-le-Monial, va voir Monseigneur Lustiger et lui dit: Monseigneur, comment fait-on pour évangéliser des foules? Et Lustiger d'entrer dans une colère noire légendaire et de lui dire: mais enfin, on n'évangélise pas des foules, on évangélise des hommes. Et voyez-vous, je crois qu'en fait, votre force, cher ami, si je peux me permettre, elle est que vous puissiez parler aux hommes et pas au peuple. Et donc, ne prenez pas les éléments de langage de vos adversaires. Ils le feront mieux que vous, ils les maîtrisent mieux que vous, parce qu'ils maîtrisent mieux que vous la langue de bois. Donc, soyez pleinement ce que vous êtes, si je peux me permettre, et adressez-vous à l'homme. Adressez-vous aux hommes qui veulent reprendre en main leur vie et qui se disent: et du coup, je fais comment maintenant? Et justement, de leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'une logique communautaire ou communautariste, mais qu'au fond, c'est une succession d'individus qui forment des communautés, et une succession de personnes. Et je crois que la politique a perdu cette capacité à parler à la personne, en fait. Et quand vous parlez du vivant, eh bien, précisément, je crois que nous sommes dans une société de mort, c'est un fait, et voyez-vous, il me semble que l'une des raisons pour lesquelles notre monde va mal, c'est précisément parce qu'on l'enferme dans une culture de mort. Or, finalement, l'idée générale, elle est vraiment de se dire, si vous voulez vous adresser à des hommes, il va falloir que, précisément, ils soient vivants, mais ce n'est pas des peuples qui sont vivants. C'est des gens, c'est des hommes qui le sont. Et donc, je pense que, attention aux éléments de langage, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est ça votre réponse. Alors, c'est pas mal, non? là, vraiment, je me croyais que c'était mieux. Hein.
Je suis un peu déçu, alors à ce moment. Non, que non, vous- c'est pas mieux. Vous c'est donnez excellent. toute votre énergie à Hanouna, hein, là, c'est pas bon. hein. C'est ça. Le peu qui me reste, en fait, Donc, mais oui, mais comment, voilà, on parle aux hommes, très bien, bon, bravo, mais comment on le fait? en les aimant. En les aimant. Ouais, et alors, ça fait partie aussi, et c'est vraiment une dimension que moi je veux complètement assumer. Il y a une part de la réflexion, en tout cas, que moi je propose par rapport au système judiciaire, qui est actuellement un système de répression systématique. Et voilà, on disait, on ne soigne pas le feu avec le feu, hein, ou alors Gandhi qui disait au jeu du œil pour œil, on devient tous aveugles. Ça fait partie aussi de la réflexion avec des valeurs aussi simples qui peuvent paraître désuètes un petit peu, on peut dire en les aimant. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais en les aimant? Et en même temps, c'est avec ça que tout est possible. Moi, j'ai toujours considéré, même si ça peut surprendre, que les évangiles sont un manuel politique en tant que tel. Alors un manuel parfois qui semble inatteignable, mais dans lequel on propose vraiment un changement radical. Et actuellement, dans notre société, on a besoin de changements radicaux. Le fait de placer le vivant au centre de l'équation, effectivement dans une logique de mort. Hein, souvent, je joue avec les mots, mais je dis, voilà, on a une assurance maladie, on a une assurance chômage. C'est fou quand même. Moi, personnellement, la première chose que j'ai proposée, c'est de passer de l'assurance maladie à l'assurance santé. D'un seul coup, de promouvoir la santé. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie qu'on me rembourse mes médicaments. J'ai envie qu'on me donne les moyens d'être en santé. Je n'ai pas besoin de médicaments dans l'absolu. Alors je sais qu'il y a certains intérêts qui seront déçus de la chose, mais enfin moi en tant que vivant, et je pense que la plupart des gens à qui on va parler, les parents d'enfants et ainsi de suite, ce qu'ils veulent c'est que leurs gamins soient en bonne santé. Ils ne veulent pas avoir des médicaments de plus en plus puissants pour soigner leurs enfants de plus en plus malades. Et donc c'est vraiment cette logique qu'il faut renverser, de dire nous, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins réellement. Et c'est vrai que si on fait le constat de l'état actuel de la France, on en parle tout le temps, consommation d'antidépresseurs, on est une civilisation qui va pas bien, individuellement et collectivement, on va pas bien. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le moment de poser cette question. Mais qu'est-ce qui ne va pas en France, aujourd'hui, en 2024? Ce serait bien présomptueux de dire ce qui ne va pas, mais je pense quand même que le monde arrive au bout d'une forme de matérialisme dans lequel on s'est perdu et on a cru qu'en changeant d'iPhone tous les 6 mois, on allait être heureux, qu'en tapotant sur l'écran tactile de notre Tesla, on allait être heureux, et on se rend compte que ça nous amuse 2 minutes, et puis qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de vide fondamental. C'est un vide personnel, lié à l'absence de transcendance et au matérialisme, et je pense qu'il y a aussi un vide collectif, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de projets collectifs, d'élan collectif. Enfin, je veux dire, on a tous envie de changer nos conditions de vie, d'avancer ensemble, de faire société, de vivre ensemble, d'avancer. Et je pense qu'il est vraiment temps d'avoir des projets qui soient autre chose que des programmes politiques, qui soient vraiment des programmes de vie, des projets de vie, des directions de vie. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une alimentation de qualité, on veut une liberté dans nos choix thérapeutiques, on veut pouvoir, dans les conditions d'accueil de la vie, avoir le choix. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. On veut une économie, on veut pouvoir acheter des t-shirts qui ne soient pas fabriqués par des enfants esclaves au Portugal ou en Corée du Sud. On veut des produits de qualité, on ne veut pas s'empoisonner avec des pesticides. On veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le ciel, par exemple. Il y en a certains qui parlent d'épandage aérien, d'autres non. Mais on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. On veut que des comités indépendants puissent nous dire, OK, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ou pas? On veut des vraies réponses là-dessus. Et on veut cette liberté, on veut cette possibilité de décider par nous-mêmes, et on veut cette possibilité, d'abord et avant tout, d'avoir une qualité de vie, de vitalité, donc du vivant, qui soit à la hauteur de nos espérances. Alors, cher maître, ce que nous dépeint Thierry, ce sont les méfaits du capitalisme. Comment on en sort? Parce que le capitalisme, c'est un peu comme le diable dans Faust. Hein. Il nous impose le consumérisme, il est bon, il est gentil, et après on vend notre âme. Ce sont les méfaits du capitalisme. Bah ce sont les méfaits du capitalisme débridé. Oui, d'accord, mais je veux dire, le communisme débridé, est-ce que c'est mieux non, moi je crois que vous savez, je crois qu'il y a un premier élément, me semble-t-il. Thierry Casasnovas dit un truc que je trouve intéressant. Il dit finalement, il ne le dit pas comme ça, mais je le traduis en ces termes, on répond beaucoup à des questions qu'on ne se pose plus. On passe en société qui apporte des réponses pour nous, en fait. Quand il parle de responsable, moi c'est ça que j'entends. C'est-à-dire qu'on est tellement devenu irresponsable que maintenant on nous dit « Attends, mais je vais répondre, t'inquiète pas, je vais t'apporter toutes les réponses sur un plateau. » Ben oui, mais je me suis pas encore posé la question. Que déjà tu apportes la réponse, ben t'inquiète pas, la question je me la suis posée pour toi. Et donc finalement, on n'a même plus la liberté de pouvoir se poser des questions. Moi je crois, le grand intérêt, voyez-vous, d'une candidature potentielle comme celle d'un Thierry Casasnovas, au-delà du mouvement, mais en tout cas j'aime bien cette idée du mouvement. Le mouvement c'est la vie, hein, c'est effectivement ce qui bouge, ce qui nous fait avancer. Et moi j'aime beaucoup cette idée selon laquelle vous avez
D'abord, il y a toutes ses chances au passage d'être élu. Je rappelle, il est mis en examen. Donc c'est devenu un critère incontournable pour prendre la vie politique. Voilà pourquoi est-ce qu'effectivement il est qualifié. Il a passé son examen de passage, il est bien en examen, donc c'est bon. Avec un peu de bol, il sera condamné. Et donc effectivement là c'est bon, on est sûr que l'Élysée est ouvert. Tout ça pour dire qu'à un moment, c'est que il a cette candidature, elle a un intérêt, c'est de poser des questions, d'interroger le monde, de questionner précisément notre rapport au monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui qui le fasse, pour le coup. Parce que le problème des hommes politiques, le problème de la politique en général, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle apporte des solutions. Moi, je n'ai pas l'impression qu'un Thierry Casasnovas arrive avec des solutions. Ben, là, Divisio parle de candidature. Ça veut dire que toi, cher Thierry, tu es candidat aux élections présidentielles. Oui. Ah, tu peux aujourd'hui le confirmer. Voilà, tu lances aussi le mouvement pour ça. Je le lance et je lance ma candidature. Mais je lance d'abord et avant tout la volonté de se réunir localement, d'engendrer vraiment un mouvement de masse de tous ceux qui se reconnaissent comme vivantes et vivants et qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de se constituer entre nous, de vraiment réfléchir à quels sont les points essentiels de notre vie sur lesquels on a envie que notre voix soit entendue, quelles sont les conditions de vie auxquelles on aspire, qu'est-ce qu'on veut pour notre agriculture. Tu vois, moi j'en parlais, j'entends les agriculteurs qui manifestent, qui veulent retrouver la première place, une place valorisée dans notre société, et je le comprends parfaitement, la paysannerie, ça devrait être la base, mais moi j'ai envie de dire, mais quelle agriculture ? Voilà, quelle agriculture on veut, nous, collectivement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des gens qui soient les garants de la fertilité, de la vie dans les sols, qui soient les gardiens de la vitalité de nos sols, de la qualité de nos sols, qui vont nous faire des légumes de qualité ? Ou est-ce qu'on veut des gens, des macrostructures agricoles qui vont arroser de pesticides et d'OGM ? Ça, on a le droit de le dire aussi. Et pour moi, les agriculteurs ont toute leur place à reprendre, mais à condition, là aussi, de répondre à une éthique du vivant. Et même eux, dans leur position, ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir galvanisés. Et c'est cet élan collectif, moi, que j'ai envie de retrouver, cette espérance, de dire on peut se réapproprier les décisions au niveau de notre vie, et on est tous à souffrir, par exemple, à déplorer des conditions, par exemple, dans les écoles, d'éducation, choses comme ça, des valeurs qui sont transmises, dans lesquelles on ne se retrouve plus du tout, et dire, mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Comment est-ce qu'on veut les éduquer ? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ? Comment on veut que notre société elle fonctionne ? Et puis ça, ensuite, on va l'imposer. Ah oui, il faut l'imposer. Et donc, comment Justin, parlant d'agriculteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture aujourd'hui en France ? Pour la paysannerie plutôt même de France ? Tu sais, il y a un signe fort, j'ai appris hier, et ça m'a beaucoup touché, qu'aux États-Unis, Trump avait fait appel à quelqu'un qui s'appelle Joel Salatin. Joel Salatin, c'est un peu une superstar de la permaculture. Moi, j'ai été formé dans le milieu de la permaculture. Il a une ferme qui s'appelle Polyface Farm, et c'est vraiment un spécialiste de ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. C'est quelqu'un qui dit, voilà, occupez-vous d'abord de la vie dans votre sol, pour que votre sol il soit le plus vivant possible. Et à partir de ce moment-là, si le sol est vivant, les légumes seront vivants, les légumes seront de qualité, la productivité sera là, et il le prouve, il le démontre. Pour moi, il y a vraiment un énorme challenge à passer, parce que la plupart des agriculteurs ont été formés par les mêmes sociétés qui vendent des engrais, qui vendent des semences, qui sont dans une logique de mort. Il faut bien comprendre que Bayer, par exemple, qui vend des engrais, Bayer Monsanto, c'est la fabrication des armes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment une logique. Le Zyklon B. Ouais, il y a une logique de mort à la base de tout ça. Et donc, une logique qui dit, finalement, on stérilise les sols, on tue les sols à force de gros labour, et après, on balance des engrais. Mais tout ça, ça ne fonctionne plus. Ça produit de la nourriture de merde, polluée. Et je comprends que le secteur agricole est le secteur dans lequel il y a le plus de suicides. Mais je comprends parfaitement. Ils ont une pression monstrueuse des banques et des financeurs. Peut-être qu'eux ne se retrouvent pas non plus et ils se disent finalement la nourriture que je produis, ce n'est pas une nourriture de qualité. Enfin, il y a une perte de sens complète. Alors que ces gens-là, effectivement, devraient être au centre de nos préoccupations. Je veux dire, l'alimentation, la nourriture que nous consommons, qu'on consomme nos enfants, c'est déjà la base de la santé, la base de la vitalité, la base du bien-être. On parle toujours de la France, patrie de la gastronomie et ainsi de suite. Mais va faire de la gastronomie avec des carottes fluorescentes qui brillent la nuit, avec des têtes de mort partout. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de dichotomie entre une image qu'on voudrait véhiculer et la réalité sur le terrain, qui est une réalité de très basse qualité, de mort et de dégradation. Et il s'agit de déplacer le curseur complètement, et dans le domaine agricole, mettre la vie au centre, c'est d'abord mettre la vie des sols au centre, former les gens, leur donner les moyens de l'appliquer, et se filer des challenges. Dire par exemple, voilà, dans 10 ans, on veut
On veut que les sols en France ils soient régénérés, ils soient vivants à nouveau. Et en plus, en France, on a des gens extrêmement pertinents. Enfin, quand on parle des sols, on parle des époux Bourguignon, la Claude et Lydia Bourguignon, par exemple, c'est des spécialistes qui sont reconnus au niveau mondial. On a des sommités dans chaque discipline. On a une richesse culturelle, on a une force. Donc, on a les moyens, on a les technologies, on a les personnes. Ce qu'il faut, c'est le désir d'y aller. Et que collectivement, on se pose la question vers quoi on veut aller. Et vous appelez Évidemment. à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.